Dans une application, le modèle d'écriture n'est pas toujours le même que celui de la lecture. Malheureusement, dans nos applications Symfony, on a tendance à utiliser nos entités pour tout et n'importe quoi. Dans les vues, dans les formulaires, etc., etc. Généralement, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de récupérer l'entité dans son entièreté, ni toutes les relations de cette entité-là. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le pattern CQRS et pourquoi, dans certains cas, il est important de séparer l'écriture de la lecture. Moi, c'est Bernard NG de Devcast. Si Symfony et PHP t'intéressent, n'hésite pas à liker et t'abonner. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit le pattern commande et nous avions vu qu'il nous permettait de distinguer une intention de son exécution. Ça nous permettait aussi de remonter toutes les exceptions lors du traitement. Avant de continuer, essayons de réorganiser notre projet. Pour l'instant, il y a beaucoup de confusion. Le dossier commande, on ne sait pas exactement s'il s'agit du pattern commande ou de la ligne de commande. DTO, c'est très générique. Que va-t-on trouver à l'intérieur de ce dossier? Tous les DTO de notre application? Pour quelle couche exactement? Ça ne nous renseigne pas vraiment. Le dossier Factory est aussi très générique et on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Pareil pour le dossier Message et Message Handler. Ça peut porter confusion avec Symfony Messenger et on pourrait penser que ce sont des messages asynchrones. Pour solutionner cela, renommons le dossier commande en console, ça sera beaucoup plus clair comme ça. Au niveau de contrôleur, on ne va plus utiliser un seul et unique contrôleur, mais on va passer au Single Action Controller. Le dossier Factory sera déplacé au niveau des Value Objects. Pour l'instant, dans notre application, le seul Factory que nous avons crée une nouvelle instance de notre Value Object Address. Pareil pour le dossier DTO, il sera renommé en modèle et déplacé dans le dossier formulaire parce que c'est à ce niveau-là que nous l'utilisons. Nous allons introduire un nouveau dossier Use Case pour représenter les cas d'utilisation ou fonctionnalités de notre application. Ça nous permettra d'être beaucoup plus clair dans notre nommage et de renommer également le dossier Message et Message Handler en commande et commande handler. En faisant ceci, notre application ressemble un peu à ça. Et vous pouvez remarquer qu'en lisant l'architecture, on a une idée de ce que fait cette application. Le terme technique pour cette propriété, c'est Screaming Architecture. Une architecture qui dit ce qu'elle fait. Dans la précédente vidéo, nous avions implémenté uniquement l'ajout d'un étudiant. Voyons voir comment implémenter les deux autres fonctionnalités restantes, la mise à jour et la suppression. Déjà, vous allez remarquer que même pour la mise à jour, j'aurai besoin de réutiliser la logique métier que j'avais implémentée dans mon Add Student Handler. Je peux me permettre de réutiliser cette logique métier en la copiant, mais vous commencez à comprendre qu'avec l'approche que je vous propose, on évitera la duplication pour favoriser la réutilisabilité d'un code. Et pour ça, dans ce cas précis, je peux encapsuler une fois de plus toute ma logique métier dans deux classes distinctes avec de responsabilités uniques. Email Verifier pour vérifier l'adresse email, Age Verifier pour vérifier tout ce qui est lié à l'âge. Ces deux classes ont un nom, ce sont des classes services. Ça va nous permettre de respecter le principe SRP, de réutiliser la logique des vérifications à d'autres endroits dans notre application, mais surtout de tester de manière unitaire ces deux classes-là. Pour la mise à jour d'un étudiant, vous allez remarquer que je ne passe pas l'entité dans ma commande, je passe uniquement l'identifiant. Ça va me forcer à récupérer l'état à jour dans mon handler. Pareil pour la suppression, je ne passerai pas l'entité, mais plutôt l'identifiant. Ça me permettra d'éviter de me retrouver avec un état incohérent parce que entre le moment où la commande est dispatchée et son exécution, l'entité peut être modifiée et les données peuvent être obsolètes. Enfin, ça peut poser problème avec la sérialisation et surtout si nous faisons de l'asynchrone. Et pour finaliser notre CRUD, il nous reste une opération, c'est l'opération de lecture. Pour l'instant, on a un seul contrôleur qui nous permet de récupérer la liste de tous les étudiants. Et là, on utilise directement les repositories et on envoie une liste de nos entités à la vue. Ça, c'est problématique et nous allons comprendre pourquoi. Pareil pour la partie de détail, avec l'identifiant qui est passé dans l'URL, le framework arrive à faire une correspondance avec notre entité. Donc, il y a une requête en base de données qui se fait à ce niveau-là. C'est très implicite, mais le framework s'occupe de ça. Et c'est la même entité que nous renvoyons à notre vue. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'il y a un couplage qui se crée entre notre couche de présentation et notre couche domaine. Si il arrive qu'on change la définition ou encore le schéma de notre modèle, ici je parlerai de notre entité,
de notre étudiant, bah, vous allez vous rendre compte qu'on sera aussi obligé de modifier la vue. Alors qu'en réalité, il ne devrait pas avoir de lien direct entre notre domaine et notre couche de présentation. Notre entité est comme l'état de notre application et la présentation ne doit pas avoir un lien direct avec la manière dont nous stockons l'information. La manière de stocker l'information peut être différente et ne doit pas influencer comment nous présentons l'information et vice-versa. Pour l'instant, dans notre application, nous avons implémenté les opérations d'écriture qui sont représentées ici par des commandes. On peut faire exactement la même chose pour les opérations de lecture qu'on va appeler des queries. Séparer les opérations d'écriture et les opérations de lecture a un avantage très considérable que nous allons voir. Vous êtes sans ignorer que nous utilisons Doctrine pour communiquer avec notre base de données. Doctrine est une implémentation du pattern ORM qui fait une correspondance entre une ligne dans notre base de données et une entité dans ce cas précis. Sauf que réfléchir et penser nos entités de cette façon nous limite énormément. La modélisation que nous faisons de nos concepts métiers ou de notre entité ne doit pas dépendre de comment nous stockons cette information-là. Un des avantages d'utiliser Doctrine, c'est que c'est un ORM, Object Relational Mapping, et l'objet sur lequel on peut se mapper ne doit pas forcément être une entité qui représente une seule et unique ligne en base de données. Très souvent, nous avons besoin de construire des objets beaucoup plus complexes qui peuvent faire intervenir plusieurs tables, plusieurs lignes en base de données. Donc, vous allez très vite remarquer que l'écriture est différente de la lecture parce que le schéma qu'on utilise pour insérer les données n'est pas forcément le même schéma qu'on récupère lorsqu'on veut lire cette donnée-là. Donc, il est important de trouver un moyen de séparer les deux parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est justement pour ça que le pattern CQRS a été inventé. L'idée de ce pattern est simple. On veut tout simplement séparer les opérations d'écriture des opérations de lecture. En implémentant le design pattern commande dans la précédente vidéo, nous avions géré la partie écriture. Dans celle-ci, nous allons tout simplement gérer la partie lecture en introduisant des queries dans notre application. En faisant cette séparation, nous aurons donc une application qui ressemble à ça. Des commandes pour la partie écriture et des queries pour la partie lecture. Pour rester simple dans cette vidéo, on va faire ça dans une seule base de données, mais en pratique, dans des très grandes applications, on peut avoir deux bases de données distinctes pour ce genre d'opération et avoir du cache sur la base de données de lecture, par exemple. Si les besoins en termes d'écriture sont différents des besoins en termes de lecture, pensez à cette architecture. Voici comment ça pourrait s'implémenter dans notre application. Nous avons un rights model qui est tout simplement le modèle que nous avons utilisé dans le formulaire qui nous permettait de créer une nouvelle commande. Cette commande est dispatchée par les bus et gérée par un handler pour mettre à jour notre base de données. Dans le deuxième cas, on pourrait créer une nouvelle query qui sera aussi dispatchée par les bus, cette fois gérée par un query handler, récupérer de l'information dans la base de données. Mais attention, cette fois, on ne va plus directement utiliser notre entité, mais on va adapter les informations en fonction du besoin. Et là, on aura ce qu'on va appeler des reads models qui seront adaptés aux besoins de lecture dans notre application. Voyons donc comment tout ceci s'implémente sur notre projet. De retour sur notre projet, avant de mettre en place les différentes queries, je vais commencer par réorganiser le projet. Le dossier commande sera renommé en dossier console. Je vais créer un nouveau dossier use case à l'intérieur duquel je vais déplacer mon dossier message et message handler. Une fois déplacé, je vais renommer message en commande et message handler en commande handler. Ceci fait, je peux déplacer le dossier DTO dans le dossier formulaire et le renommer en modèle. Je me rassure d'importer les bonnes classes. Le dossier factory, je vais le déplacer dans le dossier value object. Adresse factory est un service, on doit être capable de l'injecter. Malheureusement, tout ce qui se trouve dans le dossier entity n'est pas injectable. Pour corriger cela, je vais me rendre au niveau de ma configuration de service et je vais tout simplement ajouter ma classe adresse factory pour qu'elle soit injectable. Avant de séparer mon contrôleur en différentes actions, je vais rajouter les commandes qui manquent. Là, je n'ai que add student. Je vais commencer par rajouter la commande pour la suppression qui sera delete student. Et cette commande, comme on l'a vu, ne prendra que l'identifiant de l'utilisateur. Pareil pour la update student profile.
prendra également l'identifiant de l'utilisateur et toutes les informations importantes pour modifier le profil de l'utilisateur. Je vais rajouter les différents handlers. Au niveau de mon repository, je vais rajouter une méthode pour supprimer l'utilisateur. Donc, ça sera public function remove qui va prendre une entité, student, qui va rien retourner. Et on va tout simplement supprimer cette entité en utilisant le entity manager remove, passant le student et un coup de flush. Je ferai la même chose pour l'ajout, c'était déjà fait. Comme ça, je peux utiliser cette méthode au niveau de mon handler. Je vais donc créer un nouveau handler qui sera le delete student handler. Et à l'intérieur, j'injecte mon repository et je peux enfin supprimer l'utilisateur. Mais avant, je dois être capable de récupérer cet utilisateur depuis la commande. Pour ce faire, je vais créer au niveau de mon repository une nouvelle méthode getById. Symfony nous offre déjà une méthode finds, mais cette méthode peut renvoyer soit une entité, soit nulle. Moi, j'aimerais avoir un contrôle et avoir uniquement l'entité. Et si jamais cette entité n'existe pas, on va renvoyer une exception. Je rajoute la méthode getById qui prendra un entier qui sera l'ID de l'utilisateur. Et ça doit systématiquement me retourner un étudiant. Dans mon implémentation, je pourrais utiliser la méthode finds de Symfony, de Doctrine, j'y arrive. Et si jamais on n'a pas d'étudiant, alors dans ce cas, je vais lancer une nouvelle exception, sinon je retournerai mon instance. Alors cette exception, c'est une exception de domaine que je m'en vais créer, qui sera tout simplement student not found. Ça sera aussi une exception de domaine qui va étendre de domain exception. Et comme vous commencez à vous habituer, j'aurai un simple constructeur nommé withID qui va renvoyer un message formaté. Dans mon repository, je peux maintenant lancer cette exception en lui passant l'ID. Donc, au niveau de mon delete student handler, je peux me rassurer que je récupère l'étudiant toujours à jour et je peux supprimer cet étudiant sans problème. Ça sera exactement la même chose pour la partie update, sauf que là, on aura besoin de réimplémenter la même logique métier que nous avions au niveau de notre add student handler. Donc, avant de faire ça, je vais créer deux nouvelles classes services. Au niveau de la racine de mon projet, je vais créer un nouveau dossier service à l'intérieur duquel je vais commencer par créer une classe email verifier qui va s'occuper de tout ce qui est vérification d'email. Et dans cette classe, je vais tout simplement utiliser mon repository et me rassurer que l'adresse email n'est pas déjà utilisée. Si c'est utilisé, évidemment, je renvoie cette exception. Comme ça, au niveau de mon add student handler, je peux supprimer cette logique dupliquée et utiliser mon private email verifier qui sera email verifier et appeler la méthode assert email not use sur mon instance de email verifier en lui passant exactement la même chose. D'ailleurs, je vais profiter pour renommer message en commande pour que ça soit cohérent. Ça sera la même chose pour la partie vérification d'âge. Je vais créer un nouveau age verifier, mais vous commencez à vous rendre compte que la gestion d'âge là, on le fait avec des entiers, ce qui n'est pas très intéressant. On peut ici créer un nouveau value object qui sera le value object âge. Au niveau de mes value objects, je vais rajouter un nouveau value object que je vais appeler âge. Et ce value object est simple, il sera créé à partir d'une valeur qui doit être strictement supérieure à 0. On pourrait créer l'âge à partir d'une date, ce qui nous permettait d'encapsuler cette logique de calcul de l'âge en partant de l'année actuelle. Et je peux rajouter quelques méthodes de comparaison. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre une limite. Je ne pense pas qu'il y a des personnes qui vivent au-delà de 250 ans. Je doute. Value devra être inférieur à 255 ou 250. 200 ans carrément. Comme ça, au niveau de mes services, je peux rajouter ma classe ageVerifier qui va tout simplement réutiliser la même constante de majorité et vérifier si c'est correct. Donc là, vous voyez que je peux créer l'âge à partir de la date et je vais créer un âge à partir de ma constante de majorité. Vérifier si l'âge actuel est inférieur à l'âge de la majorité. Et si ce n'est pas le cas, je vais lancer mon exception. Cette exception prenait en paramètre un entier. Maintenant que j'ai un value object, je peux le remplacer par mon value object et récupérer sa valeur à ce niveau-là. On a maintenant une classe service qui s'occupe de vérifier l'âge. Au niveau de mon handler, je peux me passer de cette méthode-là et réutiliser mon service à ce niveau-là. Une fois mon service injecté, je peux l'utiliser pour vérifier que l'âge est bien correct. Tout ce qui me reste à faire, c'est de persister l'utilisateur en utilisant directement mon repository, en appelant la méthode add et en passant student.
Bien, je n'ai plus besoin du Entity Manager et j'ai un code beaucoup plus simple. Je n'ai plus besoin de cette constante à ce niveau-là et je peux réutiliser la même logique pour mon Update Handler. Pour ça, je vais créer un nouveau handler qui sera Update Students Profile Handler et à l'intérieur, il y a quelques validations que je devrais faire. Déjà, je vais commencer par injecter mes différents services. Ensuite, je vais récupérer l'étudiant à jour à partir de son ID. Si l'adresse email de l'étudiant n'a pas changé, il n'est pas nécessaire de faire cette validation-là. Au niveau de mon Value Object, je peux rajouter une nouvelle méthode pour vérifier que deux adresses email sont égales. Donc, ça sera equals qui prendra self, la même instance que je vais appeler other ici. Et ça va me retourner une valeur booléenne. Et tout ce que je vais faire, c'est un coup de return value égale à other value. PHP ne nous permet pas de redéfinir les opérations d'égalité. C'est dommage. J'espère que dans les versions suivantes, ça sera possible. Ceci fait, dans mon handler, je peux vérifier que l'adresse email n'a pas changé avant de faire cette vérification-là. Et je peux aussi vérifier que la date des naissances n'a pas changé. Particularité ici, je peux faire cette comparaison directement parce que c'est deux instances de datetime immutable qui sont gérées directement par le langage. Et donc ça, c'est possible. Mais avec nos propres value objects, on sera obligé de créer une méthode personnalisée pour gérer ce genre de cas. Une fois que c'est correct, je pourrai mettre à jour le profil de l'étudiant et tout sauvegarder dans ma base de données. Voilà donc pour les différentes commandes. Avant de continuer, j'aimerais faire la distinction entre le bus de commande et le bus de query que nous allons utiliser. Pour ça, dans ma configuration, au niveau de Messenger, je vais créer des nouveaux bus. Pour ce faire, je vais tout simplement dire que le bus par défaut, ça sera le bus command.bus et je vais tout simplement rajouter command.bus au niveau des différents bus et j'aurai query.bus et enfin message.bus. Command.bus, ça sera pour les opérations d'écriture. Query.bus, ça sera pour les opérations de lecture. Et message.bus, ça sera pour des messages qui nécessiteront un traitement asynchrone. Je vais donc supprimer ce routing-là parce qu'on n'en aura plus besoin. Et au niveau de mes différents commandes handler, je pourrais préciser que ce adds message handler va utiliser le command.bus. Pareil pour la partie delete, c'est déjà précisé, command.bus. Et pour la partie update, command.bus. Alors, un autre problème que nous avons actuellement, c'est que nous avons utilisé directement un message bus à ce niveau-là et Symfony est capable de faire l'auto-wiring en tenant compte du nom de la variable. Donc ici, si j'ai message bus interface, mais que le nom de la variable, c'est message bus, Symfony va injecter le message bus à ce niveau-là, chose que nous ne voulons pas. Pour ça, je vais créer un nouveau dossier bus à l'intérieur duquel je vais déplacer mon message bus, ma classe personnalisée que j'ai créée dans la vidéo précédente. Et je vais créer deux nouveaux bus, le bus de commande et le bus des queries. Dans mon message bus que j'ai créé précédemment, vu que ça sera utilisé principalement pour des messages asynchrones, je n'ai plus besoin d'utiliser les handle traits et à ce niveau, je n'aurai plus besoin de cette méthode. Ça sera uniquement de l'asynchrone, donc on peut garder le dispatch à ce niveau-là. Pour ma partie commande bus, je vais reprendre la logique que j'avais. Donc, je vais créer une nouvelle classe qui sera commande bus. Et au moment d'injecter ma message bus interface, cette fois, le nom utilisé sera commande bus. Ce nom est important parce que Symfony, du moins le container d'injection de dépendance, va faire le lien entre ce nom de variable et notre bus à ce niveau-là. Et je ferai exactement la même chose pour la partie query. Je vais créer une nouvelle classe qui sera querybus et le nom au moment d'injecter la message bus interface, ça sera querybus. Je réutilise les handle traits et la méthode handle, ça sera exactement la même chose pour me rassurer de toujours renvoyer mes exceptions personnalisées. Et ces bus seront utilisés à plusieurs endroits. Au niveau de ma console, j'avais Add Student Console. Je vais profiter pour renommer Add Student Command en Add Student Console. Et je vais également profiter pour remplacer le message bus par le command bus. Voilà. Et au moment de gérer le message, ça sera maintenant command bus et on aura la méthode handle. Dans mes contrôleurs, je n'ai pas encore séparé ça en plusieurs actions, mais je ne vais plus utiliser ce message bus, je vais plutôt utiliser mon commande bus. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser dans mon contrôleur. Donc pour ça, je me crée un nouveau contrôleur qui va étendre du contrôleur de Symfony. Je vais aussi l'appeler Abstract Controller. Et du fait qu'on étende de l'Abstract Controller de Symfony
on a accès au conteneur d'injection de dépendance. Donc, il y a une méthode publique statique qui s'appelle getSubscribedService et on peut rajouter des services qui seront disponibles dans tous les contrôleurs. Ici, je vais rajouter le service CommandBus et le service QueryBus, ce qui me permettra de définir deux méthodes, handleCommand qui va tout simplement récupérer le CommandBus depuis le conteneur d'injection de dépendance et gérer la méthode handle. Pareil pour la partie handleQuery. Je sais que ceci n'est pas très recommandé et qu'il est beaucoup plus recommandé d'utiliser l'injection de dépendance, mais au niveau de nos contrôleurs, c'est quelque chose qu'on peut se permettre pour se simplifier la vie. Dans mon contrôleur Student, je vais maintenant étendre de mon propre contrôleur plutôt que celui de Symfony. Et je pourrais à ce moment, au lieu d'injecter tout le temps ce message bus, utiliser la méthode handleCommand comme on le ferait avec disrender et toutes les autres méthodes disponibles dans nos contrôleurs. Ceci fait, je peux faire la même chose pour la partie edit et toutes les autres méthodes, mais avant, je vais séparer toutes ces méthodes dans des contrôleurs propres à chaque action. Au niveau de mon dossier contrôleur, je peux créer un nouveau dossier student à l'intérieur duquel j'aurai un contrôleur add student controller et ce dernier va s'occuper uniquement de l'action add student. J'ai donc une méthode invoke et je peux préciser la route directement au niveau de la classe. Et vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf que ce contrôleur a une seule action, c'est qui nous permet de mieux nous organiser. Je peux faire la même chose pour la suppression. Donc, je vais créer un nouveau delete student controller. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est dispatcher la delete student en lui passant l'ID qui sera passé au niveau de ma route. D'ailleurs, ici, en faisant ce typage, il y a une requête qui se fait. Je peux donc utiliser le typage int pour que Symfony ne puisse pas faire ça automatiquement. Et à ce niveau, ça sera beaucoup plus simple. On lui passera l'ID et ça sera ID. Donc, si jamais on a une exception de type not found, on pourra renvoyer une exception 404. Et si pour toutes les autres exceptions, on pourra juste renvoyer un feedback à l'utilisateur. Comme ça nous évite de faire des requêtes implicites à ce niveau-là. Ça sera pareil pour la partie update. Donc, je vais créer un nouveau contrôleur update student profile controller et je vais récupérer également l'ID plutôt que typer à ce niveau-là. Alors là, on est obligé quand même de ne pas se battre contre le framework parce que ce contrôleur, en réalité, il a deux actions. Une action en get pour récupérer le formulaire avec les informations de l'utilisateur ou de notre étudiant et une action en post pour ajouter ces informations-là. Soyons pragmatiques. Ici, je vais garder ce student pour que ça soit beaucoup plus facile d'instancier mon modèle et d'avoir ces différentes informations. C'est un peu les limitations qu'on peut avoir parce que là, on fait du web classique. Mais si c'était une API, ça ne nous aurait pas posé problème. Et voilà pour les contrôleurs, pour les actions d'écriture. Et il nous restera les méthodes liées à la lecture. Pour l'instant, on n'a pas encore des queries et ça sera l'étape suivante. Au niveau de mon dossier Use Case, je vais rajouter un nouveau dossier Query et Query Handler. Vous l'aurez deviné. Pour récupérer la liste des étudiants, je vais créer une nouvelle query qui sera getStudentsList tout simplement. Et ça sera une simple classe avec aucune information pour l'instant, mais on pourrait utiliser la pagination un peu plus tard. Je pourrais récupérer le profil d'un étudiant et pour ça, je vais faire un coup de getStudentProfile ou StudentDetails. C'est à vous de voir. Et là, je pourrais juste préciser l'identifiant de l'utilisateur que je voudrais récupérer. Dans ma partie Handler, je pourrais créer un getStudentsListHandler et un getStudentsListDetail. Pour implémenter les différents query handlers, on pourrait être tenté d'utiliser le repository directement, mais c'est quelque chose que nous n'allons pas faire parce que le modèle de lecture ici sera différent. À la racine de mon projet, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler readsModel, à l'intérieur duquel je vais rajouter mes modèles de lecture. Alors un modèle de lecture, en réalité, c'est juste un DTO. Je vais créer une classe StudentProfile qui va représenter le profil de l'étudiant et une classe StudentList qui va représenter la liste des profils des étudiants. Donc, dans mon constructeur, je pourrais rajouter une propriété items qui sera un tableau et me rassurer que chaque élément de ce tableau a l'instance of de type StudentProfile. Et ça nous permet de mieux modéliser nos différents modèles de lecture. Pour la partie StudentProfile, en réalité, les informations de profil que moi j'aimerais afficher seront pratiquement les mêmes que celles de l'étudiant. Ici, nous avons un cas d'utilisation très simple, mais imaginez une application complexe où vous n'aurez pas toujours besoin d'afficher toutes les informations contenues dans l'entité. Et pour illustrer cela, je vais rajouter mon value object âge au niveau de mon student profile
Mais ce value object n'est pas utilisé au niveau de mon entité. On ne voudrait pas afficher la date de naissance de l'utilisateur dans le listing des étudiants parce qu'on considère que c'est une information sensible ou personnelle. Donc, au lieu de faire ça, on pourrait directement utiliser l'âge. Sauf que l'âge n'est pas une propriété de notre entité. Donc, vous comprenez qu'ici, notre modèle de lecture est différent. C'est un exemple très simple, mais c'est pour vous faire comprendre l'intérêt qu'il y a d'utiliser cette approche-là. Enfin, l'âge. Donc ça représente le profil d'un étudiant. Ce n'est pas un étudiant, mais c'est son profil. Cette information est importante parce que ça nous évite d'utiliser toute notre entité là où nous n'avons pas besoin d'utiliser toute notre entité. Au niveau de mes query handlers, pour récupérer l'information de manière optimisée, plutôt que de passer par l'ORM, je peux passer par DBAL. DBAL, c'est Database Abstraction Layer. C'est aussi fourni par Doctrine et ça vous permet d'interagir directement avec la base de données sans forcément passer par toute l'hydratation que fait l'ORM. Pour ça, je peux avoir un constructeur qui va injecter la classe connection qui est dans le namespace Doctrine DBAL. Avec cette connexion, je pourrais faire une requête en base de données comme on le ferait de manière classique. Donc, j'aurai une fonction invoke qui va prendre get student list, la liste d'étudiants, et ça, c'est une query. Et je pourrais faire une requête en base de données. Je sais par ailleurs que comme j'aurai besoin de récupérer la liste des profils d'étudiants, je risquerai de me répéter dans la requête que je vais écrire. Au niveau de mon getStudentsProfileHandler, je vais également injecter ma connexion et je vais implémenter la méthode invoke. Cette fois, ça sera getStudentProfile qui sera ma query. Et pour réutiliser du code sans forcément créer de l'héritage, je peux créer un trait. À l'intérieur de ce trait, je pourrais créer ma requête de base que je pourrais réutiliser dans mon getStudentListHandler et dans mon getProfileHandler. Je peux faire un fromStudent, récupérer uniquement les informations dont j'ai besoin. Pareil pour la partie adresse. Et je pourrais utiliser ces traits au niveau de mon getStudentList. Pour ça, je vais utiliser la directive useStudentQuery. Pareil, au niveau de mon getStudentProfile, ça sera aussi useStudentQuery. Dans mon getListHandler, je peux faire un coup de queryBuilder égale à 10, createBaseQuery. Et les données, je pourrais faire un coup de queryBuilder executeQuery et fetchAll associative. Une fois que j'ai les données, je pourrais les mapper à mon readModel. Je vais faire exactement la même chose au niveau de mon getStudentProfile. Sauf qu'ici, nous avons un identifiant qui est passé dans la query. Donc, je peux me permettre de préciser where s.id égale 2.id et passer en paramètre set parameter id, ça sera query student's id. Et si jamais on a false comme résultat, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'information. If data false, je vais lancer l'exception student not found with id query student's id. Super. Dans le cas où nous avons trouvé cet étudiant, on peut aussi mapper l'information à notre readModel. Vous allez remarquer que j'aurai besoin de mapper l'étudiant ici et dans mon handler à ce niveau-là. Donc, je peux tout simplement, au niveau de mon StudentQuery, rajouter une nouvelle méthode qui sera une méthode privée, mapStudentsProfile, qui va prendre en paramètre un tableau de données et qui va retourner mon readModel StudentProfile. Ici, je ne retourne plus une entité. Et c'est simple, je vais tout simplement faire un coup de return new student profile. Et ici, je vais récupérer les différentes données. Petit problème à ce niveau, pour l'adresse email, on utilise un factory. Donc, au niveau de mon getStudentList, je peux injecter mon factory. Donc, adresse factory qui sera adresse factory. Et je vais injecter la même classe au niveau de mon getStudentProfileHandler. Voilà, vu que j'utilise les traits, ce factory sera disponible et je pourrai l'utiliser au niveau de mon mapping. Voilà. Et enfin, pour l'âge, je peux créer une instance à partir de datetime. Et cette datetime, je pourrais créer en récupérant la date de naissance. Je vais importer l'adresse email et j'aurai mon mapping de données que je récupère en base de données vers mon readModel StudentsProfile. Ce n'est pas une entité, c'est un readModel. C'est un modèle qu'on va utiliser uniquement pour la lecture. D'ailleurs, on peut mettre en cache le résultat comme vous allez le voir dans quelques instants. Ceci fait au niveau de mon getStudentProfile, je peux maintenant faire un coup de return 10 mapProfile en lui passant les données.
Ça ne va plus renvoyer void, ça va renvoyer un student profile. Et pareil pour mon getStudentListHandler, je pourrais avoir une méthode return this map student list qui prendra les données. Cette méthode n'existe pas, je vais la créer et je dirais que ça doit retourner student list. Bien, à ce niveau, je dirais que ça retourne un student list et je sais que ça sera toujours un tableau. Si jamais c'est false, ça veut dire qu'il y a une exception. La requête n'est pas correcte, etc. Vous allez le voir parce que l'exception n'est pas capturée. Et je pouvais faire un coup de return new student list. Je prendrai une fonction qui prendra un item et sur cet item, je pourrais faire un coup de map student profile de l'item de chaque donnée. Comme ça nous permet d'avoir la liste des profils d'étudiants. Et ça, c'est génial. Au niveau de nos contrôleurs, je vais rajouter les deux contrôleurs qui manquaient. Un contrôleur getStudentList et un contrôleur getStudentProfile. Et je vais tout simplement utiliser ma handle query et dispatcher un getStudentList. Et ça, comme on l'a vu, ça va me retourner un studentList que je peux passer sans problème à ma vue. Si jamais ma vue a besoin de manipuler ma donnée autrement, je pourrais au niveau de mon studentList rajouter les méthodes ou modéliser de façon à ce que ma vue n'ait pas beaucoup de soucis. On peut aussi parler de viewModel ou de readsModel. Dans ce cas, on a un readsModel, mais si jamais la couche de présentation a besoin de manipuler des données de manière différente, on peut se permettre d'avoir un viewModel à ce niveau-là. Mais du moins, on n'a plus nos entités directement dans nos vues. Il y a un découplage qui est fait et qui est plutôt intéressant. On va faire la même chose pour la partie getProfile. Et pour ce contrôleur, ça sera exactement la même chose. Je vais dispatcher une query qui sera getStudentProfile qui va prendre l'ID qui sera passé dans l'URL. Et si jamais on n'a pas trouvé d'étudiant, on va renvoyer une erreur 404. Sinon, on va afficher l'étudiant. Et cette fois, dans notre vue, on n'utilise plus notre entité, mais un readsModel. Le contrôleur qui existait avant n'a plus raison d'exister, donc je peux le supprimer. Pour vous montrer que récupérer les informations de cette façon, c'est super intéressant, au niveau de ma console, je vais créer une nouvelle console, donc une nouvelle commande en ligne de commande qui sera getStudentListConsole. Je vais afficher la liste des étudiants dans le web et dans la console pour vous montrer que ce découplage est assez intéressant. Tout ce que je vais faire, c'est injecter mon query bus. Ensuite, je pourrai dispatcher getStudentList, qui est ma query, qui va me retourner un studentList. D'ailleurs, au niveau de ce studentList, je pourrais me permettre de rajouter une petite méthode public function isEmpty pour vérifier si la liste est vide ou pas. Et ça va me retourner un booléen et je vais tout simplement faire un return de count 10 items est supérieur à 0. D'ailleurs, pourquoi je me complique la vie? Return empty de 10 items. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de ma console, je pourrais lister les différents utilisateurs en utilisant IOTable. Pour ça, je commence par vérifier que la liste n'est pas vide. Et si ce n'est pas vide, je peux afficher les différents utilisateurs. Là, ça sera l'entête et les différentes informations. Là, c'est très intéressant parce que ce n'est plus notre entité que nous manipulons, c'est plutôt ce student profile qui est un readsModel et ce student list qui est également un readsModel. S'il s'agissait de rajouter la pagination, ça sera encore beaucoup plus facile. Et si on fait une API, vous vous rendez compte que ces classes sont facilement serialisables et donc on n'aura plus besoin d'avoir des contextes de serialisation au niveau de nos entités pour gérer le modèle de lecture qu'on pourrait offrir via une API. Bien, testons un peu tout ça. Au niveau de ma ligne de commande, je vais taper la commande Symfony console app list student. On a cette erreur parce qu'on n'a pas précisé quel bus il fallait utiliser pour les queries. Au niveau de mes handlers, si je reviens dans mon getStudent list et profile handler, je vais d'abord préciser que ces classes sont des messages handlers en utilisant l'attribut asMessageHandler et je vais préciser qu'ils vont utiliser le querybus. Voilà, je ferai la même chose pour mon getListStudent. En précisant cela, il y aura une distinction entre les commandes et les queries parce qu'ils ne vont même pas utiliser le même bus. Si je reviens dans ma ligne de commande et que je rétape la même commande, vous voyez maintenant que j'ai la liste de mes utilisateurs en ligne de commande comme je l'aurai dans le web. La logique pour récupérer ces deux informations est encapsulée dans une query avec le même schéma des données. Ce n'est plus nos entités que nous manipulons,
mais c'est plutôt des reads modèles. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, on peut mettre en cache ces différentes informations et c'est géré nativement. Si je reviens dans mon éditeur, au niveau de ma configuration, vous allez voir qu'il y a un fichier cache.yml. Pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Et vous pouvez créer un pool personnalisé. Donc, je vais créer un cache pool. Je vais appeler ça cache.dbal pour les résultats de toutes nos requêtes. On va utiliser le système de fichiers pour mettre en cache ceci. Vous pouvez utiliser Redis ou tout ce que vous voulez. Cache adapter, file system. Et au niveau de ma configuration de doctrine, dans ma partie dbal, je vais rajouter une nouvelle clé result cache et ça sera cache.dbal, le même nom que j'ai précisé à ce niveau-là. Ceci fait, dans mes query handlers, je peux dire que ces informations seront mises en cache. Donc, lorsque je récupère mes informations, je pourrais utiliser la méthode enable result cache et pour ça, je peux créer un profil de cache qui sera query cache profile qui peut prendre une durée de vie. Bon, vous pouvez dire que ce cache, il va durer 1 heure, etc. Mais dans ce cas, je dirais que ce cache, il va exister jusqu'à ce qu'on puisse l'invalider et on peut préciser une clé de cache. Comme ici, c'est getStudentsList, vous pourrez utiliser la même clé de cache que la query, ce qui est super. Donc, pour invalider ces résultats, à chaque fois qu'on va insérer un nouvel utilisateur, on pourrait invalider cette clé de cache. Plutôt qu'utiliser cette chaîne de caractères là, au niveau de la racine de mon projet, je vais créer une nouvelle classe que je vais tout simplement appeler studentCacheKey. En réalité, ça ne sera pas une classe, ça sera une énumération, backstring enumeration. Et je pourrais préciser les différentes clés de cache que je vais utiliser. Pour la liste, ça sera tout simplement student list. Par contre, pour le profil, il faudra tenir compte de l'identifiant de l'étudiant. Et pour ça, je peux créer une clé profile. Et cette clé, ça sera student profile %s. Et je peux avoir une simple méthode public function with qui prendra l'ID de l'étudiant à mettre en cache évidemment. Et ça va nous retourner la clé de cache formatée. Return sprintf 10 value et enfin l'ID. Donc ici, je peux caster ça en chaîne de caractères. Donc voilà, comme ça, j'ai mes deux clés de cache et je peux utiliser ces clés de cache au niveau de mes query handlers. Donc, lorsque je récupère la liste des étudiants, plutôt qu'utiliser cette chaîne de caractères, je pourrais utiliser mon student cache key :list et je récupère la valeur. Au niveau de mon getStudentProfileHandler, je peux faire exactement la même chose. Enable results cache new query cache profile, la durée de vie 0 et student cache key et ça sera profile with ID, l'ID qui est passé dans notre query. C'est vraiment génial. Donc, pour que ça soit lisible, je vais revenir à la ligne. Vous voyez maintenant que là, on a mis en cache ces résultats-là. J'ai toujours les mêmes informations. Si j'ajoutais un étudiant, vous allez bien voir que cette information est ajoutée. Par contre, si j'essaye de lister mes étudiants, vous n'aurez pas cet étudiant-là parce que les résultats que nous avons là étaient un résultat en cache. Mais au niveau de ma base de données, vous allez bien voir que j'ai l'étudiant que je venais de rajouter. Alors, comment invalider ce cache? On pourrait utiliser le système d'événements. À chaque fois qu'une entité de type student est ajoutée, on invalide le cache pour nos étudiants. Donc, au niveau de mon projet, je vais rajouter un nouveau dossier qui sera Event Listener. Et le fait de rajouter ça à la racine, vous voyez, l'application grandit, ça ne nous aide pas trop. On verra comment mieux s'organiser un peu plus tard. Et je vais tout simplement créer une nouvelle classe qui sera Cache Invalidation Listener. Et dans cette classe, je vais écouter les différents événements. À chaque fois qu'on va mettre à jour, supprimer ou créer une nouvelle entité. Pour ça, vous avez l'attribut asDoctrineListener et vous pouvez préciser les différents événements que vous voulez écouter. Je vais importer cette classe et les différents événements. Cette fois, les événements sont au niveau de l'ORM parce que ce sont les événements liés à l'entité que nous voudrions écouter. Et pour supprimer le cache, je vais réutiliser la connexion. Mais attention, la connexion que j'utilise, c'est la connexion DBAL. Avec cette connexion, je pourrais récupérer la configuration pour supprimer et invalider mon cache. Je dirais 10 results cache, ça sera égal à 10 connection, get configuration et get results cache. Ça peut être nullable et je vais déclarer cette propriété-là. Je peux aussi l'importer. À chaque fois qu'il y aura un événement sur mes entités, donc ici, je peux avoir une méthode invoke qui va prendre lifecycle events, les événements qui seront liés
à la mise à jour, la suppression et la création d'une entité. Je vais d'abord commencer par vérifier si l'entité qui est manipulée est l'entité que j'attends. Pour ça, je peux faire un coup de if entity instance of student. Est-ce que c'est un étudiant? Si jamais c'est un étudiant, alors sur mon cache, results cache, attention qui peut être nullable, je vais commencer par le profil, student cache key, profile, with, et ici, ça sera entity ID, et mettre à jour la liste d'étudiants, student cache key, list value. Voilà comment je peux invalider le cache à chaque fois qu'on ajoute, supprime ou met à jour un étudiant. Donc, si je reviens dans ma ligne de commande, évidemment, le cache ne sera pas supprimé. Je peux le supprimer manuellement en utilisant console clear cache. Et si j'essaie de lister mes étudiants, vous verrez que le dernier étudiant s'est rajouté. Non, il ne s'est pas du tout rajouté. Essayons d'en créer un nouveau. Et cette fois, je vais changer l'adresse email. On a l'étudiant rajouté. Si j'essaye de lister, le cache a été invalidé et vous pouvez voir que les étudiants que j'avais rajoutés sont maintenant présents. Et là, à chaque fois que j'essaie de récupérer cette liste, c'est très rapide parce qu'en réalité, c'est le résultat du cache. Pour finaliser cette vidéo, on peut maintenant se poser la question, à quoi va nous servir le repository? Le repository, en réalité, il nous servira lorsqu'on aura besoin de récupérer l'entité et pas une partie de l'entité ou plusieurs informations à agréger ensemble. Le repository, c'est la seule source de vérité pour nos entités. Il va nous permettre d'ajouter, de supprimer des entités, mais aussi de récupérer l'entité à partir de certaines conditions, comme l'identifiant. Mais une fois qu'on aura besoin d'afficher ou de consommer l'information ailleurs, il faudra penser à utiliser une query adaptée. Voilà donc le principe de CQRS et comment vous pouvez l'implémenter sur votre application Symfony. Cette séparation, elle est intéressante parce qu'elle vous ouvre des nouvelles possibilités. Vous pouvez optimiser uniquement la partie lecture ou uniquement la partie écriture en fonction des besoins que vous aurez. Encore une fois, ce n'est pas un pattern recommandé pour toutes les applications, mais si vous sentez que votre application va grandir, ça peut être intéressant d'explorer ce pattern pour votre application. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et moi je vous dis à la prochaine.